Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les étudiants algériens maintiennent la pression contre l'élite dirigeante. Ce mardi 14 mai, ils étaient des milliers à manifester dans différentes villes du pays. Ils sont contre toute élection organisée sous le contrôle de personnalités du régime de l'ancien président Bouteflika. En République démocratique du Congo, gouverneurs et vice-gouverneurs de province réunis en séminaire pendant 3 jours à Kinshasa ont reçu les directives du président Félix Tshisekedi. Il leur a notamment demandé d'être exemplaires et de mettre en œuvre sa politique. Et puis l'Égypte qui dispose déjà de 9 zones franches entend en créer 7 supplémentaires, les 9 premières ayant attiré 2,15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et généré environ 194 000 emplois. En Algérie, des milliers d'étudiants ont de nouveau mené des manifestations sur toute l'étendue du territoire ce mardi 14 mai. Le but est clair, maintenir la pression sur le président par intérim et l'armée. Ils ont exigé le retrait de l'élite dirigeante algérienne et des changements radicaux dans le système politique du pays. Ils sont surtout contre le scrutin présidentiel prévu pour le 4 juillet prochain. Un sujet de la rédaction. Le vent de la protestation continue de souffler en Algérie après le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le pays qui avance au devant d'une impasse politique. Ce mardi 14 mai, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté pour la 2e fois depuis le début du Ramadan dans plusieurs villes du pays pour réclamer un changement radical du système de gouvernance. Une révolution est en cours en Algérie. La logique de la révolution nécessite une période de transition mettant fin aux vestiges du régime précédent et constituant un comité indépendant chargé d'organiser et de surveiller les élections. L'organisation des élections dans le cadre des mécanismes actuels est une forme de suicide politique. Les étudiants s'insurgent contre toute élection organisée sous le contrôle de personnalités du régime de l'ancien président Bouteflika. Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, et le Premier ministre Noureddine Bedoui sont en ligne de mire. Par ailleurs, la jeunesse algérienne réclame une république civile et non militaire, une allusion évidente au chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, l'homme fort du moment. Cette période est absolument délicate parce qu'on est dans cette phase de rapport de force entre la société civile algérienne et en tout cas ceux qui aujourd'hui assurent cette période de transition. Alors que la date limite de dépôt de candidature est prévue dans une semaine, aucune figure connue ne s'est manifestée pour l'heure, même si le ministère de l'Intérieur a annoncé l'existence de 70 déclarations d'intention. Les 3 jours de conférence des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo s'achèvent ce mercredi 15 mai. Les représentants du chef de l'État dans les provinces ont échangé sur toutes les problématiques liées à la gestion de leur entité. À l'ouverture de la conférence lundi 13 mai, le président Félix Tshisekedi a notamment souligné la nécessité pour les gouverneurs d'intégrer dans leur programme sa vision contenue dans son projet de société. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus se réunissent à Kinshasa. Un séminaire de 3 jours axé sur les questions essentielles liées à la gestion de leurs entités. À l'ouverture de ces assises ce lundi 13 mai, le président de la République Félix Tshisekedi, qui a insisté sur la fin du temps de l'impunité, a par ailleurs fixé les règles à suivre. Vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes respectifs en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays. L'homme sera au centre de toutes vos actions. Je compte donc sur chacun de vous pour qu'à l'issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble le changement que j'avais promis au peuple congolais. Devant les autorités du pays, les gouverneurs et vice-gouverneurs, le chef de l'État qui compte sur ces derniers pour l'accomplissement de son programme a réitéré sa volonté de combattre les antivaleurs, notamment la corruption, l'impunité, le népotisme qui gangrènent la société congolaise. Félix Tshisekedi promet plus de rigueur quant à la gestion des provinces. C'est un grand discours qui fixe clairement les axes, comme lui-même les a appelés. Et je crois que c'est important de naviguer en connaissant les objectifs. Ce qu'il faut faire maintenant, et il l'a lui-même reconnu, il faut des moyens. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts. Et même ceux qu'on croit avoir les atouts, ce n'est pas suffisant.
Dans un contexte de la prédominance du Front commun pour le Congo à la tête de la quasi-totalité des provinces, le respect des orientations du chef de l'État par les nouveaux gouverneurs sera un indicateur déterminant la bonne cohabitation entre la famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila et de l'actuel président de la République, estiment les observateurs. Depuis 5 ans, on assiste à une détérioration de la situation sécuritaire au Cameroun. Au nord, la menace terroriste que Boko Haram représente et dans les régions anglophones, les conflits séparatistes. Ajoutez à cela la zone frontalière avec la République centrafricaine qui reste tout aussi préoccupante. Les autorités qui souhaitent ramener la paix sur l'ensemble du territoire ont enclenché divers processus de sortie de crise. Plus de détails dans ce reportage de Corinne Kamseux, commentaire Siano Victor Asseji. Longtemps considéré comme un havre de paix en Afrique de manière générale, le Cameroun traverse depuis quelques années des zones de turbulence qui fragilisent considérablement la stabilité, la paix et l'unité nationale. Environ 4 régions sur les 10 que compte le pays sont principalement concernées. L'unité nationale est menacée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Déjà, l'insurrection des anglophones touche les régions du nord-ouest et du sud-ouest et accessoirement les régions de l'ouest et du littoral. Mais il y a une autre menace qui a émergé ces derniers mois et qu'on a tendance à minimiser, c'est le phénomène des prises d'otages avec demande de rançon qui touche principalement les régions de la Damawa et de l'est du Cameroun. Affaibli mais toujours actif, le groupe terroriste Boko Haram a multiplié ces dernières semaines des actes de prédation et d'agression dans la région de l'extrême nord. Du côté de l'armée camerounaise, la mobilisation n'a pas faibli. Le Cameroun a acquis des matériels militaires majeurs pour lutter contre Boko Haram. Le Cameroun a déployé des effectifs importants pour faire face aux insurgés anglophones et pour lutter contre le banditisme dans la région de la Damawa et dans la région de l'Est également. Plus en plus, l'armée camerounaise mène des actions civilo-militaires, au premier rang desquelles des actions d'influence. La zone frontalière avec la République centrafricaine constitue toujours une zone potentielle de crise, même si en Centrafrique, le processus de pacification semble porter des fruits. À noter que depuis 2013, les crises sécuritaires au Cameroun ont causé près de 4000 morts et provoqué le déplacement d'environ 1,3 million de personnes. Le gouvernement égyptien a annoncé dimanche 12 mai son intention d'aménager 7 nouvelles zones franches. Objectif, attirer plus d'investisseurs et accroître les exportations du pays. Par ailleurs, les 7 zones franches devraient abriter plus de 1000 projets industriels, ce qui générerait plus de 120 000 emplois. Aïssatou Diamanka-Besland. À travers un communiqué du 12 mai 2019, le gouvernement égyptien a annoncé qu'il allait aménager 7 nouvelles zones franches. Son objectif, attirer plus d'investisseurs et accroître les exportations nationales. Ces zones franches vont s'ajouter aux 9 existantes qui ont déjà attiré 2,15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et ont généré environ 194 000 emplois. L'Égypte a connu des problèmes sociopolitiques ces dernières années, notamment avec les changements de régime, des contestations de la rue et aussi le terrorisme, surtout dans le mont Sinaï. Donc aujourd'hui, ce pays-là se doit de rebooster son attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Et je pense que cette décision d'ouvrir 7 nouvelles zones franches pour booster les investissements étrangers et même locaux est à saluer, dans la mesure où ça permettra à des investisseurs de s'installer en payant moins de frais, moins de taxes, et ça va soutenir durablement l'économie du pays. Ces nouvelles zones franches offriront de nombreux avantages fiscaux aux investisseurs étrangers. Elles seront aménagées dans les régions d'Alminia, du Sinaï Sud, de New Ismailia, de Gizeh, de Daklia, d'Assouan et de Kafr El Saïk. Ils vont gagner de nouveaux investisseurs qui viendront s'installer et derrière, par effet domino, comme on le dit en économie, ça va créer davantage de flux, non seulement d'investissement, mais en termes de redistribution aussi des richesses au sein de la population. Donc d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue social, il y aura des répercussions positives de ce projet. 1000, c'est le nombre de projets industriels qui devraient abriter les 7 zones franches. Elles pourraient générer 120 000 emplois.
Le mois sacré de Ramadan est synonyme de partage et d'entraide. C'est dans cet esprit qu'un déplacé interne a ouvert ses portes à ses semblables dans la capitale somalienne Mogadiscio. Abdoulaye Sharif partage l'iftar avec ces derniers, le repas qui est pris au coucher du soleil pendant le jeûne du mois sacré. Mariam Adramé. Alors que les musulmans du monde entier célèbrent le mois sacré du Ramadan en Somalie pour les déplacés internes, la perspective de solutions durables demeure lointaine. Ici à Mogadiscio, la capitale somalienne, dans ce camp de fortune pour les déplacés internes, vit Abdoulaye Sharif. En partenariat avec sa femme, il gère une entreprise commercialisant des snacks. L'entraide, la solidarité, le partage ne sont pas vains mots pour Abdullah, dont la maison ne se désemplit pas à l'heure de l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Quand je rencontre quelqu'un qui ne peut pas s'offrir un repas à l'iftar, je lui demande de venir chez moi le soir et je lui donne ce que j'ai, ce que je peux me permettre de lui offrir. En raison des conflits qu'a connus la Somalie au cours des 2 dernières décennies, près de 1,1 million de Somaliens sont des déplacés internes. Mohamed est l'un d'entre eux. Le jeune homme salue la générosité de son hôte en cette période. Nous sommes venus ici pour rompre notre jeûne parce qu'Abdoulaye Sharif nous a apporté à manger et à boire. Et nous lui en sommes reconnaissants. Débuté le 6 mai dans de nombreux pays, le Ramadan va durer un mois d'abstinence, notamment alimentaire, du lever au coucher du soleil. Mais plus qu'un cheminement spirituel, ce mois est aussi le mois de la générosité et du partage chez les musulmans. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.